Bienvenue à la Cité des Trains à Mulhouse pour un DVD consacré à l'électrification de la France. Et si je me trouve à côté de cette BB 12000 magnifiquement restaurée, c'est parce que cette machine est symbolique. Elle marque un tournant dans l'histoire de l'électrification de la France. Le passage du courant continu 1500 volts au courant à fréquence industrielle, autrement dit, le courant de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, petit retour en arrière dans l'histoire de l'électrification. Vous doutez bien que dès qu'on a commencé à maîtriser l'énergie électrique, le chemin de fer ne pouvait pas être étranger à ce nouveau mode de diffusion de l'énergie. Et les premières machines furent des machines à accumulateurs. Et puis c'est bien sûr l'avènement, le développement du tramway et du métropolitain, autrement dit de pouvoir rouler dans des tunnels sous les villes, et notamment sous Paris, qui a fait l'essor de la traction électrique. Au début, bien timide. Pourquoi? Parce que, un, on ne savait pas produire les courants, et deux, on ne disposait pas de moteur assez compact et assez puissant pour pouvoir le loger dans les bogies des motrices. La première ligne, vous vous en souvenez, ce fut une toute petite ligne, une portion entre la gare d'Austerlitz et la gare d'Orsay, avec des machines, les boîtes à sel, qui sont ici, à la Cité des Trains à Mulhouse. L'Ouest, de son côté, a électrifié une portion qui allait, eh bien, grosso modo, du Champ de Mars jusqu'à Meudon, puis Versailles, rive gauche, avec des automotrices Sprague caractéristiques, avec des structures en tech. Et puis la ligne a été prolongée jusqu'à Juvisy pour le PO. Et progressivement, le courant, disons, a gagné. La guerre de 14 a tout bloqué. Et en 1920, un choix caractéristique a été fait pour la France. Ça a été, on va électrifier le sud de la France, grosso modo, au sud d'une ligne qui allait de Poitiers à Genève. Pourquoi? Parce qu'on s'était aperçu durant la guerre de 14 que les mines de charbon étaient des enjeux économiques très importants et étaient donc vulnérables. Il fallait donc diversifier les sources d'approvisionnement d'énergie. Comme quoi, vous voyez, le problème n'est pas nouveau. Donc, électrification de tout le sud de la France. Deuxièmement, choix du courant 1500 volts. Pourquoi? Pourquoi le 1500 volts? Eh bien parce qu'il fallait être compatible avec des courants à basse tension pour l'alimentation par troisième rail latéral qui subsistait sur les banlieues. Vous voyez, donc c'est un tournant capital. Et puis enfin, eh bien, on a choisi d'alimenter les lignes électriques dans des sous-stations à l'aide du courant, disons qu'elle allait devenir l'EDF, c'est-à-dire les structures de l'État, et non pas des compagnies privées spécialisées comme en Allemagne, en Suisse et dans le nord de l'Europe. Enfin, les militaires, car les militaires ont toujours leur mot à dire, les militaires ont dit pas d'électrification pour le nord et l'est de la France parce que les infrastructures sont trop vulnérables en cas de conflit. Et puis enfin, les militaires se réjouissaient que l'on fasse le choix du courant de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire 50 périodes, et non pas du courant alternatif, 16 périodes de tiers. La suite, vous la connaissez, entre les deux guerres, ce fut, disons, le développement de l'électrification en 1500 volts sur Paris-Orléans-Vierzon, Paris-Tours-Bordeaux, Paris-Limoges via Toulouse. Seul le PLM faisait encore confiance à la traction à vapeur et les choses ont changé puisque en 1951 a démarré l'électrification de Paris-Lyon dont vous verrez tout à l'heure dans ce DVD le renouvellement de la caténaire. Donc ça, avec Paris-Lyon, ça a été le triomphe du courant 1500 volts. Revenons à un petit point de détail. Pendant que les Alliés débarquaient en 1944 en Normandie, eh bien, 3 hommes de génie, Louis Armand, Marcel Garot et Fernand Nouvion, se sont dit que si l'électrification de la France devait reprendre après les hostilités, elle devait se faire avec des structures beaucoup plus légères. Exit le 1500 volts continu qui nécessite des installations très lourdes, très onéreuses, très chères, et vive le courant à fréquence industrielle, autrement dit le courant de Monsieur Tout-le-Monde, le courant alternatif. Ils ont donc procédé à des essais sur ce qu'on appelait l'étoile de Savoie, c'est-à-dire Annecy, La Roche-sur-Foron, et devant le succès de l'opération, a été décidé en 1951 l'électrification de l'artère très chargée Valenciennes-Thionville. Et un nouvel artère, nouveau courant, donc le 25 000 volts, 50 périodes, nouvelle machine, avec un nouveau design, vous la voyez, l'emblématique BB 12000. Il y a eu les 13000 et les CC 14000 et 14100. Mais nouveau design, vous voyez, une cabine centrale, 2 capots
Et puis les pantographes, pour ne pas être gênés par la visibilité du conducteur, eh bien, étaient portés, vous voyez, par des structures tubulaires. Et ces machines furent un véritable succès et ont montré le bien fondé de la traction électrique en courant industriel. Donc ces machines, je vous le rappelle, étaient alimentées en courant alternatif et à l'aide de redresseurs à vapeur de mercure, puis après transistorisés à thyristor, eh bien, fabriquaient du courant continu. 3500 chevaux, elles faisaient le travail facilement des machines à vapeur et les CC faisaient 4500 chevaux. Voilà donc l'étape marquante, c'est-à-dire Valenciennes-Thionville. La suite, vous la connaissez, ça a été Paris-Lille, Paris-Strasbourg, et puis le développement des lignes nouvelles avec le TGV. Voilà donc un DVD qui est consacré à l'électrification de la France. Un film et 4 bonus. Le film, de fil en aiguille. Autrement dit, vous allez voir, il est en noir et blanc, c'est une anthologie, c'est toute l'histoire de la construction de l'électrification de la ligne Paris-Lyon. 4 bonus. Premier bonus, le matériel, les emblématiques machines de puissance, les 2D2 5500 qui ont été les reines de la traction électrique entre les deux guerres. Le deuxième bonus, c'est comment ça marche. Comment ça marche la caténaire. L'actualité vous avait montré qu'on avait connu un certain nombre de problèmes avec les caténaires. Eh bien, nous avons suivi des équipes chargées de renouveler la caténaire et ça se passe sur Paris-Lyon, près de Dijon. Vous verrez, c'est assez étonnant ce chantier. Troisième bonus, les essais de pantographes, et notamment les essais des pantographes des premières BB 12000. Enfin, quatrième bonus, eh bien, c'est les coulisses. Les coulisses de quoi? Eh bien, de quelque chose d'étonnant. Il y avait en France un banc d'essai pour les machines. Ça, c'est les machines électriques, les machines diesel et les machines, bien entendu, à vapeur. C'était le banc d'essai de Vitry. Allez, bon voyage. Pourquoi électrifier? La machine à vapeur, il est vrai, a fait d'importants progrès. Grande puissance, meilleur rendement, chargement automatique du charbon. Elle est autonome. Son autonomie fait sa supériorité, mais en la limitant à ses seules ressources, elle limite aussi sa puissance. Une machine, dans la majorité des cas, ne peut être confiée qu'à une équipe spécialisée. Elle est le plus souvent, comme l'on dit, titularisée. Cette équipe veille au bon état de ses organes compliqués et à leur fonctionnement. Pour partir, la machine doit avoir fait son plein d'eau. Son plein de charbon. En route, son équipe n'a pas seulement à observer la voie. Elle doit, à l'intérieur, surveiller les appareils de contrôle et conduire le foyer pour que la machine donne à chaque instant l'effort qu'on attend d'elle. Quand ses provisions vont s'épuiser, il faut la relayer. Arrêt obligatoire qui, quelquefois, ne s'explique que par la nécessité d'un relais. La locomotive rentre au dépôt. Le dépôt entraîne de gros frais. Installation coûteuse, main-d'œuvre assez nombreuse avec certains travaux pénibles. La locomotive électrique, toujours liée à l'usine qui l'alimente, peut lui demander les suppléments de puissance qu'il lui faut et qui, pratiquement,
ne sont limitées que par l'échauffement de ses organes. Elle est capable ainsi de coups de collier qui facilitent ses démarrages et lui permettent de maintenir la vitesse régulière aux endroits difficiles ou encore de regagner du temps perdu. La transmission des efforts se faisant directement sur les essieux moteurs, il suffit, en principe, de multiplier ceux-ci pour augmenter la puissance de régime. Le type BB a 4 essieux moteurs. Il a été perfectionné pour remorquer sur Paris-Lyon les trains autres que les rapides. Pour les rapides, cette ligne utilise le type 2D2, également perfectionné, à 2 bogies porteurs encadrant 4 essieux moteurs. Sa puissance est de 5000 chevaux en régime uni-horaire. Ou encore le type CC, plus récent, à 6 essieux, tous moteurs, qui joint à une grande souplesse de marche, un poids adhérent élevé. Avec ces puissantes machines, le plafond de vitesse passe de 120 à 140 km à l'heure. Le tonnage des trains, donc leur longueur, peut être augmenté de 25 à 40%. La capacité de la ligne s'en trouve accrue et l'on peut ainsi augmenter son débit. D'autre part, la locomotive électrique est plus simple que la machine à vapeur. Sa conduite n'exige pas d'équipe spéciale. Ses conducteurs, propres et nets, se relaient d'étape en étape sur la même machine. Enfin, elle ne connaît pas les servitudes de la machine à vapeur. Toujours prête à partir, sa mise en marche est immédiate. En route, ses conducteurs, à l'aise dans leur cabine claire, peuvent porter toute leur attention sur les signaux et sur la voie. Pas de fumée qui incommode les voyageurs et salisse le matériel, d'où plus de confort et moins d'entretien. Toujours alimentée, elle marche aussi longtemps qu'on le veut. Point de relais obligatoire. Les dépôts disparaissent avec leurs installations coûteuses et leurs main-d'œuvre. Au repos, il lui suffit d'un garage. En résumé, disparition des travaux pénibles, progrès social, confort accru, mais surtout, exploitation plus facile, plus économique, avec un bien meilleur rendement des machines dont il suffit de 225 sur Paris-Lyon pour remplacer 700 locomotives à vapeur. À ces avantages, l'électrification ajoute une économie de charbon qui, dans un pays comme le nôtre, a une importance capitale. Économie évidente si l'électricité est fournie par une centrale hydraulique. Notons que, pour une telle usine, le chemin de fer est un client de choix. Il consomme 24 heures par jour, et notamment la nuit, où la centrale devrait laisser inutilement filer l'eau. Économie encore avec une centrale thermique. En fait, il faut voir le problème sous son aspect bien plus général de la meilleure utilisation de l'énergie nationale disponible. Là où une locomotive à vapeur brûle 100 000 tonnes de charbon, une locomotive électrique consomme 62 millions de kilowattheures, qu'une centrale thermique moderne fournit avec environ 31 000 tonnes. Elle libère donc 69 000 tonnes. Si elle s'alimente à une centrale hydraulique, c'est 100 000 tonnes qu'elle libère, et d'un charbon de haute qualité. Ce charbon qui est indispensable à notre industrie métallurgique pour fabriquer son coq. Charbon de choix dont nous sommes pauvres, seul admis dans le foyer des locomotives, alors qu'une centrale thermique moderne se contente en grande partie de charbons maigres difficiles à écouler. L'électrification des chemins de fer est donc, au point de vue de l'utilisation de l'énergie nationale, une excellente opération. Mais il faut mettre en balance les charges financières très lourdes qu'elle impose et les économies d'exploitation. Des études très poussées et l'expérience ont montré qu'en équipant une ligne avec du courant continu à 1500 volts, l'opération est rentable dès que le trafic de la ligne en traction vapeur correspond à une consommation de 400 tonnes de charbon
par kilomètre et par an. Le seuil de la rentabilité est donc nettement dépassé quand on atteint 1 millier de tonnes. Paris-Lyon, avec sa consommation de 1000 à 1100 tonnes et son trafic de 14 milliards de tonnes kilométriques, était ainsi le type de la ligne à électrifier. L'électrification de cette ligne, une des plus chargées d'Europe et peut-être du monde, apporte, avec tous ses avantages, une économie annuelle de 650 000 tonnes de charbon, soit plus de 3% de nos importations. Trafic surtout de bout en bout sur ce tronçon de 512 km de la grande artère qui relie l'Angleterre et les pays du Nord au bassin de la Méditerranée et à ses au-delà. À Dijon, ce trafic s'irradie en plusieurs directions. Dijon est un premier carrefour où se croisent deux grands courants, nord-sud, est-ouest. Lyon, qu'on a appelé la plaque tournante de la France, est un second carrefour où un autre courant est-ouest croise la grande artère nord-sud. Le trafic voyageur suffit à donner une idée du mouvement qui règne sur la ligne. Voici par exemple, en 1938, les trains rapides, express ou directs, qu'expédiait et recevait chaque jour la gare de Paris-Lyon. Une période basse du début d'octobre à fin décembre. Les pointes des congés de Noël. Un palier élevé en janvier, février, mars. Départ vers la Côte d'Azur et les sports d'hiver. La pointe de Pâques. Celle de la Pentecôte. Enfin, une période de grand trafic en juillet, août et septembre. En gros, et en dehors des pointes, 9 mois avec un trafic de 75 à 90 trains par jour et un plateau de 3 mois avec 110 à 150 trains. Plateau si étendu qu'il prend le caractère d'un véritable trafic régulier qu'on ne peut assurer que par des moyens d'exploitation normaux. Disons en passant comment on a réussi à loger dans le graphique de circulation, sans gêner la marche des autres trains, tous les rapides qui effectuent de longs parcours sans arrêt. Ces rapides, au départ de Paris, ont été groupés en 2 batteries de trains parallèles à faible intervalle. En voici le schéma. La batterie de nuit est très dense. Celle de jour l'est moins. Ce groupement en batterie laisse la place aux trains à allure plus lente pendant les autres heures de la journée. Dans l'autre sens, vers Paris, même système de batterie. Les denrées périssables du Midi et de l'Afrique du Nord doivent être acheminées rapidement. Elles donnent lieu à un fort trafic qui, lui aussi, a ses pointes saisonnières. Les trains de messagerie qui l'assurent ont dû également être groupés en batterie. Au total, le trafic des voyageurs et des messageries s'additionnant à celui très important des marchandises, c'est un nombre de trains considérable qu'il s'agit de faire circuler entre Paris et Lyon. Avant d'aborder son électrification, parcourons la ligne. Elle est en général bien tracée, avec un profil favorable, sauf en un point difficile que nous allons voir. Six voies, parallèles d'abord, puis ramifiées jusqu'à Melun. 4 voies ensuite pour atteindre à Saint-Florentin le kilomètre 172. 4 voies encore sur un tronçon de 32 km d'Elôme à Blaisy-Bas. Et un autre tronçon avant Lyon. C'est entre l'Elôme et Dijon que se trouvent les 58 km de parcours difficile quand on passe par des rampes atteignant 8 mm du bassin de la Seine à celui du Rhône ou inversement. À Blaisy, on atteint le point le plus haut. Cette rampe, qui a toujours préoccupé l'attraction,
se trouve en quelque sorte aplani avec la souplesse des machines électriques qui peuvent donner là un coup de collier. Après Blaisy et son tunnel de 4 km, en descendant sur Dijon, on domine les riants paysages de la Bourgogne. Mais avant de réaliser l'équipement électrique de la ligne, certains travaux préparatoires s'imposaient. C'était tout d'abord la mise au gabarit des ouvrages d'art. Cette passerelle, par exemple, nous montre la hauteur du gabarit pour les trains à vapeur. L'électrification, avec ses caténaires, exige une hauteur supérieure, celle de cette même passerelle qui vient d'être exhaussée. Il a fallu ainsi modifier de nombreux ouvrages entre Paris et Lyon. Quelques-uns ont même été reconstruits. D'autres ont été surélevés. Mais dans plus de la moitié des cas, on a au contraire abaissé le niveau des voies comme on le voit faire ici dans un tunnel, celui de Saint-Irénée près de Lyon. D'autre part, certains tunnels étaient humides. Il a fallu les étancher pour assurer le bon isolement des fils de contact. La ligne étant ainsi préparée à recevoir son équipement, abordons l'électrification. L'énergie électrique est fournie par le réseau général interconnecté à 150 000 ou 200 000 volts triphasés qu'alimentent des usines thermiques ou hydrauliques. Le rôle de l'usine de Génissia est prépondérant. En prévision de l'électrification des lignes du Sud-Est, la SNCF a participé pour 25% à son financement et le quart de sa production prévue peut couvrir entièrement les besoins de Paris-Lyon, soit 400 millions de kWh par an. Pour amener le courant au caténaire, 2 lignes à 60 000 volts ont été établies par la SNCF. Elles sont branchées sur les grands postes abaisseurs de tension du réseau général. Ces lignes, d'une longueur au total de 1100 km, cheminent non loin des voies ferrées. Elles sont montées sur pylônes indépendants et leurs consoles sont à pied déformable pour limiter les dégâts en cas de rupture ou de surcharge. Ces lignes à 60 000 volts fournissent le courant aux sous-stations qui le transforment et le redressent en 1500 volts continus pour le distribuer par les fils de contact aux locomotives. Dans ces sous-stations, 2 groupes d'organes essentiels. Transformateur, abaissant la tension à 1500 volts alternatifs. Redresseur à vapeur de mercure, d'une puissance inusitée jusqu'alors de 4000 kW, fournissant le 1500 volts continu. Le calcul de la puissance et de l'emplacement des sous-stations est un problème très compliqué. Il faut chercher où se trouvent, sur le graphique, tous les trains qui circulent à une heure déterminée. Sachant leur tonnage et leur vitesse, on en déduit les intensités à fournir à chaque instant sur la ligne en fonction de son profil et avec une marge tenant compte des pointes et des incidents possibles.
La solution économique a consisté en sous-stations réparties, sans groupe de réserve, mais assez rapprochées pour qu'une station défaillante soit suppléée par les sections encadrantes. Sous-station à un groupe de 4000 kW, tous les 8 km de Dijon à Lyon. Sous-station à deux groupes, tous les 13 à 15 km de Paris à Dijon, avec cependant, pour certaines, un troisième groupe de réserve au point de parcours difficile ou chargé. Au total, 52 sous-stations. L'agencement des sous-stations comporte le maximum de simplification, notamment suppression de tout engin de manutention. Les gros appareils, montés sur galets, peuvent être roulés directement à partir du wagon. Les sous-stations ne demandent aucune surveillance locale, donc aucun personnel. 3 postes centraux à Paris, Dijon, Lyon commandent à distance les sous-stations. L'agent chargé de la commande, en liaison avec le régulateur des trains, règle avec précision la répartition de la puissance entre les sous-stations et peut prendre les mesures imposées par les nécessités. La pose des caténaires complète l'équipement électrique. Les caténaires sont à plus forte section que dans les électrifications précédentes, en raison du fort débit et de la vitesse. Elles comprennent toujours, en haut, un câble porteur, en dessous, un second porteur, plus bas, les 2 fils de contact et, verticalement, des étriers de suspension ou pendules. La section des caténaires est augmentée par l'emploi de câbles supplémentaires, ou feeders, dans les parties de la ligne où les locomotives consomment beaucoup de courant. Les supports, en général, sont indépendants pour chaque voie. Ce sont au contraire des portiques haubanés qu'on emploie dans les sections à 6 et 4 voies ou dans les gares. Et de place en place, des portiques mixtes pouvant supporter à la fois caténaires et signaux. Pour établir les massifs de fondation des pylônes, on a utilisé 10 trains spéciaux de bétonnage, comprenant chacun 10 wagons, un groupe électrogène de 110 à 150 chevaux, des bétonnières de 1000 à 1500 litres. Chaque train est capable de couler 40 mètres cubes de béton à l'heure. Les trains de matage, équipés de puissantes grues, plantent les pylônes.
pylônes, une fois plantés, on règle très soigneusement leur aplomb. Des poteaux en béton précontraint ont permis sur plusieurs sections d'économiser le métal. Les trains de matage mettent aussi en place les poutres des portiques mixtes. Les supports étant posés, c'est alors le déroulage des câbles et des fils de contact. Ici, ce sont des fils de contact qu'on déroule. Ensuite, c'est le tirage, pour donner au câble et au fil la tension voulue. Puis le pendulage. Enfin, des bras anti-balançants immobilisent le système. La ligne est électrifiée. Mais quand on électrifie une ligne de l'importance de Paris-Lyon, on se doit de tirer de cette opération toutes les économies d'exploitation que permet la traction électrique et d'aménager la ligne pour qu'elle puisse écouler le plus de trafic possible. En traction vapeur, le débit de la ligne étant insuffisant, il fallait détourner une grande partie des trains par les lignes du Bourbonnais et de Saint-Amour, à profil accidenté et d'exploitation onéreuse. La capacité accrue de la ligne Paris-Lyon en traction électrique permettait d'y reporter les trains autrefois détournés et aussi tous les trains de Savoie. Tous ces trains reportés venant s'ajouter à ceux qui passaient déjà par la Bourgogne, le trafic sur cette ligne allait devenir considérable. Mais pour répondre à ce trafic accru, il fallait tout d'abord améliorer les relations téléphoniques et les renforcer. Les lignes aériennes de télécommunication ont été enlevées. Il aurait fallu de toute façon les déplacer pour poser les supports des caténaires. On a mis les lignes sous câble, où elles sont soustraites à la fois aux intempéries et aux perturbations dues au courant de traction. 6 trains spéciaux ont déroulé les câbles dans les tranchées préparées pour les recevoir. L'amélioration des télécommunications et le besoin de circuits nouveaux, intéressant non seulement la traction électrique, mais aussi les PTT, l'opération a été faite à frais communs avec eux. Elle a conduit à poser 4 câbles. 2 câbles mixtes SNCF PTT pour relations à grande distance, un câble PTT à moyenne distance, un câble SNCF desservant les installations de la ligne. Tous les 1840 mètres, des bobines de self intercalées, ou bobines Pupin, améliorent les transmissions.
Tous les 60 km, des stations de répéteurs remédient aux affaiblissements de courant. D'autres travaux, tels que la création de voies de garage à entrée directe, ont eu pour but de réduire la durée des manœuvres en certains points délicats. Dans le même ordre d'idées, on a construit des sauts de mouton supprimant les cisaillements, cela pour éviter les arrêts des trains ou bifurcations à l'entrée de certaines grandes gares. Les quais des gares d'arrêt ont été allongés à 400 mètres pour pouvoir y admettre les trains devenus plus longs. Pour la même raison, dans le cas des trains de marchandises, c'est à 800 mètres qu'on a porté la longueur des voies de garage et de triage. Enfin, d'importants travaux de signalisation ont été effectués pour porter au maximum le débit de la ligne dans des conditions parfaites de sécurité. Ce sont installation partout du bloc automatique avec circuit de voie à courant alternatif, transformation de 245 km de voie double où ce bloc existait, mais où les circuits de voie étaient alimentés en courant continu, système incompatible avec le retour par les rails du courant de traction, continu lui aussi. Création du bloc automatique sur les 610 km de voie double qui étaient équipés en bloc manuel. Implantation de signaux modifiés en considération du débit et de la vitesse de 140 km. Création de 35 postes nouveaux de signalisation. Installation d'enclenchements électriques dans 79 postes de gare. Des mesures de sécurité très poussées ont été prises pour la réalisation d'une innovation audacieuse, la banalisation des voies de Dijon à Blaise-y-Bas. La ligne, nous l'avons vu, offre un passage difficile. Mais alors que Delhomme à Blaisy, 4 voies contribuent à faciliter la circulation, celle-ci se complique dans le goulet de 26 km à 2 voies où les trains montent par une rampe de 8 mm de Dijon à Blaise-y-Bas. Sur ce tronçon, les 2 voies sont équipées pour que les trains puissent y circuler indifféremment dans les 2 sens. Ces voies, dites banalisées, peuvent ainsi concourir à l'écoulement du trafic dans une même direction, ce qui est précieux, en particulier pour le passage des grosses batteries de nuit. Cette disposition sera étendue jusqu'à Saint-Florentin, soit sur 140 km. C'est un poste central à Dijon qui règle à distance tous les mouvements sur ce tronçon. Des liaisons entre les voies rendent possible le passage de l'une sur l'autre. Ici prend fin cet exposé sur l'électrification. S'il a permis de mesurer l'ampleur de l'œuvre, il n'en a pas montré l'extrême complexité. Celle-ci tient à 2 causes. D'abord, les travaux, que pour plus de clarté on a décrits l'un après l'autre, ne se succèdent pas. En réalité, ils se commandent et se chevauchent. Ainsi, le déroulage des câbles doit précéder le matage des pylônes. Les massifs de ceux-ci ont été coulés avant le passage des câbles. La mise en câble des lignes de télécommunication et la dépose des lignes aériennes précèdent le montage des pylônes. Le déroulage des fils de contact dans les sections à 4 voies et dans de nombreuses gares
doit suivre la modification de la signalisation et celle-ci dépend, dans les gares, de la modification des voies. On multiplierait ces exemples. L'autre cause qui complique les travaux réside dans le fait que le chantier, c'est la voie. Le seul accès du chantier, c'est bien souvent la voie. La sortie du chantier pour les déblais, c'est encore la voie. Or, l'impératif du chemin de fer est catégorique. Exploitation d'abord, travaux ensuite. Le passage des trains prévus à l'horaire, tracé sur le graphique, montre les périodes réduites où l'on peut disposer d'une voie. Celles encore plus réduites où 2 voies sont disponibles. Il faut donc aller vite et pour cela employer des moyens puissants, utilisés suivant un programme minutieusement étudié. Le déroulage d'un faisceau de 4 câbles se fait au rythme d'une longueur de 920 mètres en 33 minutes. Un train de bétonnage ne peut circuler que pendant 3 heures au plus par jour pour couler ses 80 mètres cubes de béton. Les trains de matage plantent les pylônes à la cadence de 2 minutes par poteau, quelquefois 1 minute 1/3. Pour les installations de sécurité, le plan est réglé à la minute. Là encore, on multiplierait les exemples. Tous ces travaux, on doit le dire, conçus par des ingénieurs français, ont été réalisés par des entreprises françaises avec du matériel français. Travaux d'électrification, travaux annexes qu'imposait une sage gestion. Tout le monde y a gagné. Le pays, avec une grosse économie de charbon et une meilleure utilisation de l'énergie électrique, les chemins de fer, avec une exploitation plus puissante, plus souple, plus régulière et une réduction considérable des dépenses, notamment de personnel et d'entretien. À tous ces avantages, qui font de l'électrification de Paris-Lyon une opération largement rentable, s'ajoute l'accélération de tous les transports de toute nature. En particulier, les voyageurs y trouvent, avec un confort accru, de grandes améliorations d'horaire. Avec l'équipement électrique jusqu'à Lyon et les trains les plus rapides, Marseille, qui était à 10 heures de Paris, n'en est plus qu'à 8 heures. Lyon à 4h15. Dijon à 2h30. À l'échelle de ces vitesses, c'est comme si les distances raccourcissaient, permettant par exemple l'éclatement des industries de la région parisienne vers la province à quelques heures de la capitale. Avec Paris-Lyon, les lignes électrifiées en France atteignent 4200 km, soit 10% du réseau, mais 30% du trafic total de la SNCF. Comme les autres lignes françaises, Paris-Lyon a été électrifié en courant continu. Cette solution répondait le mieux à son trafic exceptionnel et le seuil de la rentabilité est ici largement dépassé. Mais pour étendre à des lignes moins chargées les bienfaits de l'électrification, qui procure un meilleur service pour un moindre prix, il fallait rechercher une formule nouvelle, entraînant de moindres dépenses d'équipement. Dans ce but, la SNCF a pris l'initiative d'étudier l'emploi du courant alternatif industriel à 50 périodes. Ici, la locomotive reçoit des caténaires se courant monophasé à 20 000 volts. Elle en abaisse la tension à sa valeur d'utilisation et, grâce au progrès récent de la construction électrique, les moteurs sont conçus pour fonctionner à la fréquence de 50 périodes. Ces essais, déjà très avancés, se font sur une ligne accidentée de Savoie, entre Aix-les-Bains et La Roche-sur-Foron. Plus n'est besoin de lignes d'alimentation spéciales au chemin de fer, ni de sous-stations. Quelques transformateurs espacés, branchés sur le réseau général là où ils coupent la voie ferrée, fournissent au caténaire le courant à 20 000 volts. Ces postes de transformation sont très simples. Sous cette tension de 20 000 volts, les fils de contact sont de faible section et leur allègement entraîne celui de leur support. Au total,
économie de moitié sur l'équipement de la ligne. Les premiers résultats, très satisfaisants, confirment que ce type d'électrification est à retenir pour les projets à venir. Finalement, quand on y regarde bien, le développement de la traction électrique a permis l'essor de deux types de machines. Tout d'abord, des machines de moyenne puissance pour les trains de marchandises, les omnibus, c'est-à-dire des machines développant de l'ordre de 2000-2500 chevaux, 1000 chevaux au départ, bien entendu. Ce furent les bébés. Donc, voici le premier exemplaire qui a donné la lignée des biquettes. Ça, c'est la première bébé pour le Midi, 1922, sur la ligne Pau-Tarbes. C'était une révolution. Et puis, on avait besoin de toujours de plus en plus de puissance. Il fallait remorquer les trains de plus en plus lourds, parce que les voitures devenaient des voitures métalliques. Il fallait des puissances de l'ordre de 2500, 3000, 3500 chevaux, et surtout des machines aptes à de grandes vitesses comparables à celles de la traction à vapeur. Autrement dit, au minimum 120 km/h. Et là, on a vu apparaître une deuxième lignée d'engins beaucoup plus puissants, symbolisée par la 2D2. Alors, petite explication. Le problème qui se posait aux techniciens, c'était de loger des moteurs électriques, non plus dans le bogie, mais comme ils étaient très gros, ces moteurs, il fallait les loger, non plus dans le bogie, mais là, dans la caisse. Et on le voit ici, sur cette 2D2 5500, ce sont des machines qui ont été les reines de la traction électrique entre les deux guerres. C'est des machines dont les premières ont débuté en 1932-33 et les dernières, les 5500, ont été construites pendant la guerre, en 1942-1943. Alors, petite explication, tour du propriétaire. Donc, le point de départ, c'est d'abord de loger des moteurs électriques, non plus dans le bogie, mais dans la caisse. Donc, vous le voyez, sur cette 2D2, il y a un essieu, deux essieux, 3, 4 essieux moteurs. Autrement dit, à raison d'à peu près 1000 chevaux par essieu, j'ai 4000 chevaux. C'est tout de même conséquent. Deuxième idée, comme cette machine est très lourde et pèse 140 tonnes, je ne pouvais disposer que d'un poids adhérent de 80 tonnes, c'est-à-dire 20 tonnes par essieu. On est limité par 20 tonnes sur la voie française à cette époque. Donc, 20 tonnes, 20 tonnes, 20 tonnes, 20 tonnes, ça fait 80 tonnes. Et le reste était réparti sur deux bogies, parce qu'on conservait la structure des machines à vapeur. On ne pensait pas avoir des essieux moteurs et directeurs. Il fallait, comme sur les machines Pacifique, eh bien, un bogie à l'avant pour assurer le guidage. Voilà donc qui vous explique que l'on est, vous voyez, un bogie ici et un bogie à l'autre extrémité. Donc ce qui fait 2D2. Alors revenons maintenant sur la partie mécanique qui est très intéressante. Donc vous le voyez, les moteurs électriques, on va le voir là, ici, le moteur électrique, lui, est très gros. Il était donc mis boulonné dans la caisse, fixe. Il avait au-dessus son groupe de refroidissement, bien entendu. La transmission se faisait de la façon suivante. À la sortie du moteur électrique, vous voyez, il y a une roue dentée qui va transmettre la puissance, pas à l'essieu directement, mais par l'intermédiaire, vous voyez, d'une couronne dentée qu'elle entraîne. Et cette couronne dentée est reliée à l'essieu par un jeu de biellettes, vous voyez, les voilà. Ces grosses biellettes qui permettent une transmission élastique. Mais oui, pourquoi? Parce que cet essieu, lui, va suivre les dénivellations de la voie, alors que le moteur est fixe. Donc l'écart va varier entre les deux. Et pour éviter, disons, de perdre des dents, de sauter des dents, ce qui aurait été catastrophique, eh bien, il fallait résoudre le problème de cet accouplement élastique. Et la grande réussite de ces machines, c'était cette transmission Bluchy, que l'on appelle une transmission à biellette. Voilà donc pour la partie mécanique. Restait maintenant la partie électrique. Comment alimenter ces moteurs électriques? Vous vous en souvenez, le courant, lui, il arrive par la caténaire, 1500 volts. Mais il va être distribué, réparti. Comment? Joseph, la cabine de conduite, vous voyez que c'est tout de même assez spartiate. Donc, le conducteur a devant lui ce qu'on appelle un manipulateur, c'est-à-dire un volant. Ce volant commande 18 crans. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il tourne le volant, ça fait tourner un arbre à cames.
Et sur l'arbre à cam, il y a des contacts électriques. Vous voyez, c'est une série de relais comme cela. Voilà. Ce sont des contacts électriques. Les contacts électriques vont commander des électrovannes alimentés pneumatiquement par un servomoteur. Un servomoteur, vous voyez, qui se trouve ici, pneumatique, qui va commander des électrovannes, et les électrovannes vont faire tourner un jeu de cam, vous le voyez, par l'intermédiaire, vous voyez, c'est vraiment de la mécanique, par des roues à chaîne. Et donc, ces cams vont tourner et établir des contacts. Vous vous souvenez, dans le métropolitain, les Sprague, ça fait clac, 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 clac. Et donc, on élimine des résistances au démarrage. Vous imaginez bien pourquoi. Au démarrage, il y a l'appel de courant, c'est un moteur série, est énorme. Et pour limiter l'intensité, il y a des résistances. Et ces résistances, au fur et à mesure que la machine va avancer, eh bien, on va les éliminer. Ces résistances de démarrage, où se trouvent-elles? Eh bien, elles sont là-bas, vous les voyez, regardez, elles sont sur le toit. C'est des grosses résistances en fonte. Pourquoi sont-elles sur le toit? Eh bien, simplement pour des raisons de sécurité. Un, pour pas que le personnel s'électrocute, et puis deux, eh bien, pour éliminer les calories. Donc, je résume, le manipulateur commande l'élimination par un servomoteur de résistance de démarrage, et le courant, vous voyez la taille des câbles, des intensités qui circulent là-dedans, ça, c'est ce qui va du servomoteur aux résistances de démarrage. Et on alimente ainsi les moteurs électriques. Voilà donc le secret, les entrailles en quelque sorte d'une machine emblématique, les fameuses 2D2 dont l'apothéose a été sur Paris-Lieu, les fameuses 2D2 9100. Ténissé en Bourgogne. L'histoire ne retiendrait pas le nom de ces charmantes bourgades si ce n'était son église, pur roman du XIIe siècle. Son lavoir, et surtout l'un des derniers passages à niveau gardés de la SNCF. Ténissé, 8 heures du matin, la brume se lève. Nous sommes à proximité de Blaisy-Bas, au pied de la fameuse rampe qui a vu, au seuil de Bourgogne, au Laume, bien des locomotives à vapeur planter un chou. Aujourd'hui, les TGV, les trains de fret, gomment le relief, mais en tirant des milliers de kilowattheures à la caténaire. Autant dire la nécessité de procéder à son inspection et à son renouvellement. Tous les combien vous procédez au renouvellement de la caténaire? Alors la périodicité de remplacement des fils de contact est très variable. Ça varie de 6 à 30, 40 ans, suivant les sollicitations des installations. Enfin, sollicitation, soyons clairs, ça dépend du trafic. Le trafic et le profil de la ligne. Et alors ça s'use une caténaire? Et oui, ça s'use, on peut le voir ici. On a côte à côte donc un profil de fil neuf et un profil d'usé, de fil usé. C'est-à-dire, là, voilà, c'est pas un fil, c'est une barre. Hein, c'est une barre, oui, c'est un gros fil. C'est un gros fil, et là, le fil qui commence à s'user, on voit le méplat. Oui. Hein, c'est le frottement du pantographe qui fait cela. C'est le frottement du pantographe, le captage du courant qui use le fil de contact. Nous sommes fin octobre. C'est le dernier chantier de l'année sur cette portion de voie. 1100 mètres de caténaire à changer en 3 heures de temps, entre 10h et 13h, autrement dit entre 2 batteries de train. Fort heureusement, ici, nous sommes sur une portion à 4 voies, ce qui évite le détournement du trafic. Reste que ce chantier est très dangereux en raison des trains croiseurs qui circulent à plus de 100 km/h. Et l'homme clé, c'est lui. Le chantier est organisé, il nécessite certains moyens à mettre en œuvre, 5 plateformes automotrices, un train dérouleur et une organisation assez fine. Oui. Mais il y a combien de personnes? Il y a 19 personnes sur ce chantier aujourd'hui. Le chantier comporte 5 postes de travail mobiles. Premier poste, la désolidarisation du fil de contact avec le porteur, en un mot, le dégriffage. Et le fil de contact pend lamentablement vers la voie. Suite immédiatement le deuxième poste, le wagon, ou plutôt le train enrouleur, dérouleur de câbles. L'ancien fil de contact est enroulé sur une énorme bobine, pour être aussitôt remplacé par le nouveau qui brille sous le soleil. Clé de la réussite, tout doit se passer à vitesse constante, sans à-coups. Le câble de contact, ou plutôt les 2 câbles de contact, car nous sommes en 1500 volts, sont accrochés provisoirement au porteur auxiliaire par des sortes de gros mousquetons. Et remarquez l'habileté des techniciens, car tout se passe à 2-3 km/h. Troisième poste, on accroche le câble de contact au porteur
à l'aide de suspentes. Enfin, quatrième poste, le griffage ou verrouillage de la fixation. Petite explication. Alors, petite explication, la caténaire, comment ça marche? Caténaire, ça vient du mot latin catena, autrement dit chaîne. Et oui, c'est un ensemble d'éléments auxquels est accroché le fil de contact. Alors, je vous rappelle, regardez, le fil de contact, ou plutôt les deux fils de contact sur lesquels ici frotte le pantographe, c'est du fil électrique, ou plutôt, vous voyez, c'est de la barre. Et une barre qui est une barre rainurée. La partie contact est ici, et là, il y a des rainures pour permettre la fixation. La fixation à quoi? À une chaîne. Regardez bien. Vous avez d'abord le porteur principal. C'est lui qui, par l'intermédiaire des isolateurs, est fixé au poteau. Au porteur principal, il y a, vous appelez ça des étriers ou des suspens, des pendules. Voilà. Ça, ce sont des pendules, mais on appelle ça des pendules ronds. Et vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre. Donc, il y a une certaine souplesse dans la fixation. Donc au porteur principal est fixé un porteur secondaire, un porteur auxiliaire. Et au porteur auxiliaire est fixé par l'intermédiaire, vous voyez, une espèce de pendule qu'on appelle pendule plat, moi je dirais des étriers, est fixé le fil de contact. Et comme ici, sur Paris-Lyon, en 1500 volts, il y a deux fils de contact, donc régulièrement on alterne un étrier d'un côté, une suspente de l'autre, un étrier de l'un, une suspente de l'autre. Alors, quant à la fixation du fil de contact, c'est assez étonnant, elle est purement mécanique. Vous voyez comment ça se passe? Il y a deux pièces métalliques, ces deux pièces métalliques, on appelle ça le griffage, qui vont venir s'encastrer avec forme, en quelque sorte c'est un emmanchement conique, ce sont des coins. Et vous avez vu dans la période de griffage, ils donnent des coups de marteau de façon à coincer le fil, et le fil est en quelque sorte, vous voyez, est accroché, fixé ici, par ces rainures. Voilà, c'est tout simple, mais encore factuel. Et ce qui est le plus étonnant, c'est la vitesse à laquelle avance ce chantier. Ça coupe, hein, c'est brut. Reste à fixer les contacts d'alimentation en 1500 volts. Et c'est la dernière opération, la mise en tension de l'ensemble. On accroche les câbles de contact à des câbles de traction. On contrôle la tension au dynamomètre. Et l'effort est ensuite repris par des contrepoids au pied des poteaux. Les fils de contact neufs, là, sont tendus à 1700 décanewtons par fil de contact. Disons en français dans le texte, 1700, une tonne 7 quoi. Une tonne 7 une par tonne fil. 7. Donc les relevés d'épaisseur sont faits suivant les sollicitations, à une certaine périodicité. Donc tous les 2 ans généralement là, sur l'axe Paris-Lyon. À l'issue de ces mesures qui sont soit manuelles, soit automatiques avec des engins de mesure, on exploite les données, on calcule une épaisseur moyenne du fil de contact sur toute sa longueur et on adapte en fonction la charge des contrepoids. Rendez-vous l'année prochaine pour vérifier l'état de la caténaire et enlever quelques contrepoids. Cette composition, même pour un train d'essai, ne manque pas de paraître pour le moins originale. Une locomotive à vapeur, attelée à la voiture de mesures électrotechniques et à quelques autres voitures destinées à donner des conditions satisfaisantes de freinage, va pousser à grande vitesse une machine électrique. Ces essais, qui se sont déroulés sur la section Valenciennes-Charleville, avaient pour but d'observer le contact entre la caténaire et le pantographe des locomotives. Ce problème a en effet un aspect particulièrement difficile en traction monophasée du fait de la légèreté de la caténaire. La
qualité du contact de chacun des archets du pantographe avec la caténaire et le mouvement de ses différentes parties déformables ont été enregistrés simultanément par un procédé oscillographique dont les appareils enregistreurs installés dans la voiture électrotechnique étaient reliés aux différents points sensibles du pantographe à étudier par des câbles courant le long de la machine à vapeur. Si étrange que paraisse cet équipage, il a évidemment une raison d'être, qui est même une nécessité, car le dispositif de mesure employé pour un tel essai ne peut être fait qu'en supprimant la tension 25 000 volts sur la caténaire. Prenant de la vitesse pour rouler tout à l'heure à plus de 120 km à l'heure, le train d'essai emporte dans la voiture électrotechnique et sur la machine les techniciens attentifs aux variations des multiples appareils de mesure et au déplacement des spots des oscillographes qui, par ailleurs, enregistrent photographiquement les moindres réactions et positions du pantographe. La BB 12002 bondit en avant, poussée par son ancêtre à vapeur, crachant de toutes ses forces sa fumée, qui, bientôt, ne voilera plus cette ligne. Tout va bien à bord de la machine, comme dans la voiture de mesure. Les enregistrements s'avèrent satisfaisants. On pourra ainsi comparer différents systèmes de suspension de la caténaire et en tirer des enseignements pour les lignes qui seront parcourues dans l'avenir par des locomotives à grande vitesse. L'évolution accélérée du monde depuis un quart de siècle a mis en évidence la nécessité, si l'on veut progresser, d'un perfectionnement continu de la technique. Ceci est vrai dans tous les domaines et les chemins de fer ne font évidemment pas exception à cette règle générale. Mais le public, interdit qu'il est de pénétrer dans les arcanes de la recherche scientifique appliquée, ne soupçonne pas toujours l'ampleur des moyens mis en œuvre par la SNCF pour étudier et améliorer son matériel roulant. Heureusement, ce domaine inconnu d'eux jusqu'ici, les spectateurs sont mis à même de l'explorer, grâce à ces deux outils merveilleux que sont le cinéma et sa sœur cadette, la télé, comme on dit. C'est ainsi que nos deux complices, curieux et indiscrets comme toujours, se sont attachés à nous dévoiler une partie de la vie privée, si l'on peut dire, d'une des plus importantes installations de la SNCF, la station d'essai de Vitry-sur-Seine. Mais chacun prenant sa spécialité, la télévision a envoyé ses images sur les ondes, alors que ce sont les pellicules en couleur du cinéma qui vont nous montrer ici ce dont il s'agit. La station d'essai de Vitry, utilisée par la direction du matériel et de la traction pour effectuer les essais nombreux et variés nécessaires au progrès du matériel roulant ferroviaire, est située à proximité de la ligne Paris-Orléans. Le bâtiment principal abrite le banc des locomotives qui sert essentiellement à déterminer les caractéristiques de puissance et de vitesse des engins moteurs. Un dynamomètre à huile mesure l'effort de traction. La voie est remplacée par des rouleaux dont les jantes apparaissent en couleur blanche. Ces rouleaux peuvent être accouplés à 6 freins Froude, susceptibles d'absorber chacun 1900 chevaux
à la vitesse maximale de 190 km/h. Les rouleaux et les freins sont au préalable placés à des intervalles rigoureusement égaux à l'écartement des essieux de l'engin. Depuis sa mise en service en 1933, ce banc a reçu plus de 100 locomotives à vapeur. L'une des dernières essayées est poussée sur le banc jusqu'à toucher le heurtoir où aboutit la barre de traction du dynamomètre auquel elle sera attelée. Il est ensuite procédé au montage du conduit reliant la soute à combustible au chargeur mécanique de la machine. Cet appareil, au moyen d'une vis d'Archimède, achemine le combustible dans le foyer. La mise en place étant achevée, l'équipe de conduite de la 141P procède aux dernières opérations préparatoires. Armé d'un long ringard, le chauffeur active le feu pour monter la chaudière en pression. Tout est prêt. Le mécanicien ouvre le régulateur, la locomotive démarre. À mesure qu'elle accélère, les vannes de réglage des freins Froude s'ouvrent pour accroître le débit d'eau et par conséquent augmenter l'effort résistant. La vitesse s'élève progressivement jusqu'à la valeur prévue pour la première mesure. Un rapide coup d'œil sur les fumées permet de vérifier l'allure de la combustion. Pour suivre la marche de la locomotive, une potence de prise de mouvement transmet à la table Amsler la rotation d'un essieu. Cette table mesure l'effort de traction, caractérisé par la pression de l'huile dans le dynamomètre, et au moyen d'intégrateurs à billes, calcule la vitesse, le travail et la puissance développée. Ces valeurs sont enregistrées sous forme de courbes tracées directement sur un graphique. Pour chaque point de mesure, l'opérateur trace des repères sur ce graphique et note les conditions de fonctionnement correspondant à chacune des parties du programme de l'essai. Plusieurs grandes marches et diverses vitesses sont ainsi explorées. Puis, au signal de fin d'essai, le mécanicien ferme le régulateur. Docilement, privée de son énergie, la vapeur, la locomotive ralentit et s'arrête. Une dernière vérification pour s'assurer de la bonne tenue des bielles et boîtes d'essieux. Puis la locomotive va retrouver son temps d'air et reprendre ses longues courses sur les voies et prouver en tête des trains toutes les possibilités qu'elle a montrées sur le banc d'essai. Pour l'essai des locomotives électriques modernes, la centrale Arrighi et les installations de traction de la ligne Paris-Orléans fournissent l'énergie électrique nécessaire en courant monophasé 25 000 volts et continu 1500 volts. Une ligne raccorde le poste relais de la station à la potence de prise de courant du banc. Mais voici que la BB 16000 vient prendre la place laissée libre par son ancêtre. La locomotive est mise en place. Puis les câbles d'alimentation sont branchés aux bornes du pantographe.
En l'absence de bielle d'accouplement, une synchronisation précise des vitesses des freins a dû être réalisée pour l'essai des engins à essieux indépendants. Cette fonction est assurée par une commande électropneumatique des vannes, contrôlée par un dispositif électronique du type en boucle fermée, qui a servi la marche de chaque frein à une vitesse de référence. Le chef des essais indique au conducteur la vitesse et le cran de marche choisi. La locomotive qui a démarré accélère et les vannes d'injection des freins Froude sous l'action de la régulation automatique s'ouvrent pour augmenter l'effort résistant. Diverses allures de marche sont explorées, tandis que dans la cabine, vitesse, effort, travail, puissance sont comme précédemment enregistrés. Selon la nature des phénomènes étudiés, les techniciens procèdent à la mesure des grandeurs électriques. Lorsque les investigations sont terminées, la BB reprend elle aussi sa liberté pour laisser la place à la locomotive diesel électrique 060 DB, qui, à son tour, vient essayer ses forces. Les roues et les freins reprennent leur manège, entraînés par le moteur diesel qui, successivement, est réglé aux divers régimes de marche. Les efforts vitesse, travail, puissance sont enregistrés à la table Amsler, tandis que les spécialistes peuvent procéder à des investigations particulières sur les moteurs et transmissions. À son tour, la 060 DB quitte cette installation qui, conçue pour les locomotives à vapeur, a conservé toute son utilité, car ses possibilités répondent encore aux exigences des engins de traction modernes. Mais la modernisation du matériel a posé d'autres problèmes qui ont nécessité la mise en œuvre de nouvelles installations. L'étude du confort d'un véhicule nécessite la connaissance des qualités de sa suspension. Pour les déterminer, 2 rouleaux ont été équipés de roues à excentration réglable, entraînées par des moteurs électriques à vitesse variable. Après mise en place du véhicule, la plateforme est abaissée et les roues viennent reposer sur les rouleaux réglés au préalable au même écartement. Des liaisons sont établies pour transmettre le mouvement des diverses parties du châssis et des organes de suspension à une table d'enregistrement. La mise en marche des moteurs provoque la rotation des rouleaux. Par leur excentration, ces rouleaux engendrent un mouvement vertical alternatif comparable à l'action des irrégularités de la voie. Les mouvements des roues sont transmis à la caisse de la voiture par l'intermédiaire des ressorts de suspension, dont les oscillations particulièrement importantes aux fréquences de résonance sont freinées par les amortisseurs. L'installation permet d'explorer les fréquences basses et moyennes comprises généralement entre 0 et 16 Hz. Les déplacements s'inscrivent sur la table d'enregistrement tandis que les accélérations dans les directions principales sont mesurées et enregistrées au moyen d'un accélérographe. Le dépouillement des graphiques permettra aux techniciens d'analyser le comportement de la suspension aux diverses fréquences et de choisir pour un problème donné les ressorts et amortisseurs susceptibles d'apporter la meilleure solution. La station de Vitry a également conçu et réalisé une machine pour expérimenter les amortisseurs. Un système bielle-manivelle entraîne à une fréquence réglable de 0,5 à 2,5 Hz la partie mobile de l'amortisseur dont le corps est attelé à un dynamomètre à huile.
L'excentrique comporte un dispositif permettant de régler la course de 0 à 60 mm. En attelant la bielle au coulisseau inférieur, la machine peut recevoir des amortisseurs horizontaux ou, comme dans le cas présent, des amortisseurs oscillants. Deux indicateurs montés à chaque extrémité du cylindre du dynamomètre enregistrent les diagrammes de l'effort résistant en fonction des déplacements. Par comparaison de ces diagrammes, il est possible d'apprécier les qualités respectives de divers types d'amortisseurs ou de suivre périodiquement le comportement en service d'un appareil donné. Les exigences de la sécurité justifient l'exécution sur les essieux et leurs boîtes de sévères essais de fatigue dont certains sont effectués sur une machine spéciale construite par la station de Vitry. Cette machine est constituée d'un châssis équipé de 2 galets à profil de rail, supportant l'essieu à essayer. L'un des galets est entraîné par un moteur électrique à vitesse variable. Des vérins à huile appliquent sur les boîtes de l'essieu une charge verticale dont l'intensité est indiquée par un manomètre. Les températures de fonctionnement des boîtes sont relevées par un pyromètre enregistreur à plusieurs voies. Les contraintes dans les zones critiques sont mesurées par extensométrie et enregistrées par un oscillographe à spot lumineux. L'accroissement de la vitesse de circulation des convois implique une meilleure efficacité du freinage. Pour essayer les semelles et sabots de frein, la station de Vitry dispose d'une machine constituée d'un moteur électrique de 350 chevaux accouplé à une boîte de vitesse, entraînant par l'intermédiaire d'un embrayage à griffe un volant de 1,55 m de diamètre pesant 11 tonnes. Au volant sont accouplées des roues de type classique équipées de dispositifs de freinage. Les semelles ou sabots sont appliqués sur les roues par des vérins hydrauliques horizontaux développant l'effort radial. L'effort tangentiel est mesuré par la pression d'huile engendrée dans un dynamomètre par l'action du freinage. Lorsque la vitesse prévue pour l'essai est atteinte, l'alimentation du moteur électrique est coupée et l'embrayage libère le volant. Le dispositif à pression d'huile provoque l'application des semelles sur la roue. Le coefficient de frottement qui caractérise l'efficacité des semelles est obtenu en faisant le rapport de l'effort tangentiel et de l'effort radial. La tenue en service des semelles peut être appréciée en chiffrant leur usure par comparaison des poids avant et après l'essai. C'est ici l'antre de l'inquisition moderne. Et de nos jours, un Torquemada ne s'y sentirait point dépaysé. Pour effectuer des essais de résistance sur tous les matériels roulants européens, Vitry dispose d'un banc de compression d'une puissance de 900 tonnes qui est, par son importance, unique en Europe. Il comporte 2 traverses, l'une fixe qui supporte 2 vérins hydrauliques, l'autre mobile qui forme butée. Elles sont réunies par 2 tirants longitudinaux de 27 mètres de longueur. La voiture à essayer est poussée à l'intérieur du hall qui abrite le banc. Elle va y subir d'abord un essai sous charge verticale. La traverse mobile est mise en place. Les contraintes sont mesurées par des extensomètres à résistance électrique formés d'un fil résistant, bobiné sur un support en papier et dont les dimensions sont à peu près celles d'un timbre-poste. Chaque extensomètre, après collage sur le métal, est inséré dans un pont de Wheatstone.
Sa résistance variant comme la fatigue de la pièce sur laquelle il est collé, le pont de Wheatstone est parcouru par un courant variable qui commande l'appareil enregistreur. Avant collage, les emplacements des extensomètres sont meulés soigneusement. Après collage, on soude les câbles électriques reliant les extensomètres à un appareil enregistreur. Ensuite, des cylindres alimentés en air comprimé sont disposés par paire au droit de chaque baie. Les deux tiges de piston d'une paire de cylindres sont rendues solidaires par un balancier horizontal. Chaque extrémité de ce balancier est reliée par un tirant à un rail ancré au sol. De cette façon, on applique sur le plancher de la voiture une charge uniformément répartie. L'équipement se termine. Les fils reliant les extensomètres à l'appareil enregistreur sont mis en place. L'air comprimé est envoyé grâce à cette table de commande dans les cylindres à air. Sous l'effort vertical, le métal de la voiture travaille. On procède alors à l'enregistrement des fatigues à l'aide d'un appareil dont le style se déplace radialement en fonction des indications fournies par les extensomètres. Après l'essai sous charge verticale, la voiture va être soumise à l'essai de compression longitudinale, ce que l'on pourrait presque appeler le supplice des brodequins pour voitures et wagons. Un pupitre de commande permet d'actionner les pompes qui agissent sur les pistons des vérins portés par la traverse fixe. Ceux-ci se déplacent lentement et viennent exercer leur effort au droit des tampons. Des manomètres gradués en tonnes permettent de connaître à tout instant la valeur de l'effort exercé. Pendant ce temps, l'appareil enregistreur travaille. L'enregistrement est terminé. Les vérins reculent. Le supplice est terminé et la voiture n'a avoué aucun défaut. La voiture doit subir maintenant un essai destiné à déterminer sa fréquence propre de vibration. À cet effet, un vibreur, spécialement étudié par Vitry, est fixé au centre de la caisse. Il est entraîné par un groupe Léonard, permettant de faire varier d'une façon progressive sa vitesse de rotation et, par conséquent, la fréquence de la force alternative qu'il exerce sur la caisse. Un tableau de commande donne à chaque instant la valeur de cette fréquence. Lorsque celle-ci coïncide avec la fréquence propre de la caisse, il se produit un phénomène de résonance. Les amplitudes de vibration de la caisse deviennent très accusées. Témoin, cet angle de baie. Les enregistrements permettent de déterminer avec exactitude la valeur de la fréquence propre de vibration de la caisse. Vitry possède encore un mouton de choc, abrité dans ce local pour déterminer les caractéristiques intrinsèques des tampons. Ce mouton est doté d'une masse tombante de 2 tonnes, dont le poids peut aller jusqu'à 7 tonnes grâce à des plaques de surcharge. La hauteur de chute de cette masse est réglée avec précision à l'aide d'un moteur électrique commandé par une boîte à boutons. Cette installation permet la mise au point de tampons puissants capables de protéger très efficacement les châssis et les chargements. La station de Vitry peut également essayer les véhicules au choc grâce à sa rampe de tamponnement. Voici par exemple un wagon-citerne en cours d'essai.
Les mesures de fatigue sont encore effectuées à l'aide d'extensomètres électriques. L'appareil enregistreur est situé dans un laboratoire d'où sont dirigées les phases successives de l'essai. Un chariot, relié à un treuil situé derrière la rampe, descend jusqu'au wagon-citerne, auquel il vient s'accrocher. Le wagon remonte la rampe. À l'endroit voulu, un taquet mobile le décroche automatiquement du chariot grâce au levier porté par ce dernier. Le wagon-citerne libéré prend sa course sur la rampe. L'opérateur met en route l'appareil enregistreur. Le tamponnement se produit. 80 tonnes s'entrechoquent à 15 km/h. Les structures des véhicules réagissent violemment, mais leurs réactions ont été enregistrées. Les ingénieurs s'emparent des diagrammes et vont commencer à les dépouiller pour en tirer tous les renseignements désirables. Les voitures modernes de voyageurs n'échappent pas non plus à ce genre d'investigation. Celle-ci, par exemple, descend la rampe. S'approche lentement du heurtoir, qu'elle vient tamponner. Une grande quantité d'autres types de véhicules passent à la rampe de Vitry. Wagons tombereaux, wagons couverts qui sont essayés souvent à la demande de l'Office de recherche et d'essai de l'Union internationale des chemins de fer. Ce rapide tour d'horizon permet d'apprécier l'importance des moyens d'investigation mis en œuvre par la SNCF pour étudier le matériel roulant. À cet égard, la station de Vitry est certainement une des mieux outillées d'Europe. Grâce à ces installations, la construction ferroviaire a considérablement progressé et les résultats obtenus constituent les meilleures garanties de solidité du matériel, en même temps que de sécurité et de confort, assurés même aux plus grandes vitesses de circulation. Vitry contribue ainsi à maintenir constamment au niveau le plus élevé le standing technique des chemins de fer français.